pendant ce temps où la République démocratique du Congo tout entière ont des yeux rivés sur M. Félix Tshisekedi, il faudrait justement qu'il mette sur table, ou bien qu'il remette, ou qu'il sorte du réfrigérateur et remette sur table la promesse qu'il avait donnée à la population de pouvoir convoquer cette guerre. Parce que vous voyez que pour l'instant, nous sommes non seulement sous état de siège, l'urgence, nous sommes l'appel à déclarer la guerre au en Rwanda. état de guerre. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez de croiser les bras, nous avions parlé de la trêve l'autre fois, où on déclare la trêve, vous êtes là en train d'observer la trêve, alors que de l'autre côté, les Rwandais, le M23 et les AFC continuent de tirer. Et sous cette trêve, les rebelles ont profité de s'emparer d'importants territoires et localités. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, si vous refusez de faire la guerre ou de déclarer la guerre de manière frontale, il y a quand même des territoires qui continuent à être raflés par les rebelles. Et pour cela, est-ce que avons-nous l'art de la guerre? Avons-nous le moyen pour faire la guerre au Rwanda? C'est une question que je vous pose et peut-être sur laquelle vous n'allez pas trop commenter. Quand nous ne sommes pas à mesure de nous défendre, est-ce que serons-nous à mesure? Mais pour ça, il faudrait que M. Félix Tshisekedi dise la vérité à la population. Laquelle? Pourquoi il ne veut pas déclarer la guerre? Parce qu'aujourd'hui, Goma est pris entre les mains de l'ennemi. Et aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit même la population, nous voulons reconquérir nos terres et avoir l'intégrité nationale de notre pays. Et pourquoi M. Félix Tshisekedi ne déclare pas la guerre? Il faudrait qu'il dise à la population que peut-être que notre armée est affaiblie ou il n'a pas les moyens nécessaires. Et si, comme ils le disent, que notre armée monte en puissance, qu'est-ce qui empêche vraiment à M. Félix Tshisekedi de pouvoir réunir les deux chambres du Parlement? Est-ce que ne sommes-nous pas déjà sur le front des guerres? Peut-être la guerre n'est pas que militaire, mais elle est aussi diplomatique, politique et même économique, avec la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Est-ce que ça ne promet pas des lendemains meilleurs, dans le sens où le gouvernement pourra prendre mais déjà avec les décisions qu'il faut. Oh là là, monsieur Gédéon, avec des innombrables voyages que monsieur Félix Tshisekedi, des milliers de voyages qu'il a fait depuis 2019 à ce jour. Avez-vous déjà vu des investisseurs venir investir au Congo? Mais pourquoi monsieur Félix Tshisekedi ne déclare pas la guerre? Parce que la diplomatie aujourd'hui a démontré ses faiblesses et ses limites. Est-ce que nous devons toujours continuer sur cette voie? Nous avons toujours dit que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit tout ce monde, ils ont leur intérêt du côté du Rwanda. La République démocratique du Congo vit des instants qui appellent à une solidarité nationale envers la population de la province du Nord Kivu et les provinces en proie à l'insécurité grandissante. Mis à part ces soutiens fort appuyés au FARDC ainsi qu'aux institutions de la République, tout le monde doit jouer le rôle qui est le sien afin de sortir de l'auberge. La société civile, le média, les hommes d'église, mais aussi les acteurs politiques de tous bords, tous doivent comprendre la nécessité, que dis-je, l'urgence de répondre à l'appel à la défense de la patrie qui reste sous menace de balkanisation si l'on n'y prend point garde. Je rappelle ici que le rêve de Paul Kagame, c'est notre faiblesse. Dorénavant, nous devons nous affirmer en tant que peuple et que cette détermination puisse nous amener à la victoire finale afin de faire face à cet épisode cornélien de notre histoire contemporaine. Le chef de l'État l'a dit dans sa dernière adresse à la nation, que le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle
de notre histoire pour les générations futures. On en parle dans un instant. On parle de la crise dans l'est du pays, la solution pour en sortir, bien entendu. On a l'immense plaisir de recevoir en ce jour Madame Dena Lukunku. C'est une grande première de la recevoir ici chez nous, Politicon, depuis sa nomination en tant que porte-parole d'Envol, parti d'opposition qui dirige des maîtres, votre leader politique, le député honoraire, le très charismatique Délice Sanga. Comment allez-vous? Tout d'abord, nos voeux, le meilleur, c'est les derniers jours du mois de janvier. Nous avons bon espoir que vous portez bien, que vos premières impressions ici sont les bonnes. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon Itibo. Je pense que c'est une première pour moi, mais ça ne sera pas la dernière. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à nos compatriotes congolais, bien que nous sommes déjà, à partir d'aujourd'hui, en train de décrocher nos sapins. Et je voudrais ici, d'abord, de premier abord, donner de la force à nos compatriotes congolais, à ces déplacés des guerres qui continuent à s'augmenter à l'est de notre pays, parce que depuis 2023, ils étaient déjà à près de 7 millions. Et aujourd'hui, avec toutes ces guerres plutôt, vous voyez qu'il y a de plus en plus de déplacés de guerre qui quittent leur territoire, qui quittent leur localité vers des destinations inconnues. Et nous pensons très humblement que la situation finira par s'arranger, et nous voulons bien évidemment, par la même occasion, donner de la force à nos forces armées que nous avons toujours soutenues depuis toujours. Et nous pensons que la victoire sera certaine, bien évidemment, tout en demandant au président de la République, en tant que chef des troupes armées, de pouvoir remettre à l'État notre armée, leur donner une logistique nécessaire pour pouvoir rivaliser et combattre ces rebelles qui sont aujourd'hui à Goma. Et je salue aussi l'équipe technique. Je pense que nous aurons une conversation qui sera à la hauteur de ce qu'attend la population congolaise. Ouais. Bien, on l'espère, hein, vraiment. Vous avez parlé de la logistique, de moyens à mettre à la disposition de nos vaillantes FARDC pour en finir avec la crise croissante dans l'est de la République démocratique du Congo. Et une question, peut-être avant d'entrer dans le vif de l'émission, quels sont les défis auxquels notre armée fait face à ce moment? Est-ce que c'est seulement le problème de logistique qui pose problème, ou il faut voir aussi d'autres questions, par exemple celle d'infiltration, dont on a parlé depuis des années et qu'on ne sait pas trouver et auquel on ne sait pas trouver solution? Vous savez, Monsieur Gédéon, ce que nous avions toujours dit, c'est qu'Envol a toujours dit, et nous ne cessons de le dire, nous avons toujours tiré des sonnettes d'alarme, nous avons toujours montré la voie à suivre à M. Félix Tshisekedi, au gouvernement, bien qu'ils n'entendent pas. Nous avons toujours dit que Monsieur le Président de la République, M. Félix Tshisekedi, n'écoute pas, le gouvernement n'écoute pas. Il y a un projet que nous avions défendu en 2023, le projet de la refondation avec M. Délice Sanga, où nous avions énuméré en son point 1 de la sécurité nationale, de ce qui devait se faire pour reconstituer ou donner de la force à notre armée. Et pour cela, il n'y a pas que la logistique nécessaire. Il y avait à l'intérieur tout ce qui concerne les réformes de notre armée. Et cette réforme-là, c'est par rapport à, comme vous l'avez dit, donner ou bien doter à notre armée une logistique nécessaire. Il y avait quelques agents de l'ONU qui, pendant une interview, avaient fait savoir au gouvernement et à la présidence de la République que les M23 avaient des armements plus sophistiqués que nous. Et il aurait fallu... Est-ce que ce n'était pas une communication pour créer la terreur, la panique? Non, il n'est pas question de au sein de la population. Créer la terreur, justement, parce que vous avez des dénonciations
des généraux et des membres de l'armée qui disent que nous n'avons pas réellement cet armement nécessaire. Et aujourd'hui, puisque la guerre, de fait, comme moi je l'appelle toujours, en République démocratique du Congo est effective. La guerre des faits, pourquoi? Non, mais parce que pour qu'il y ait une guerre de manière officielle, il faudrait, comme l'avait dit M. Félix Tshisekedi pendant la campagne électorale, qu'il aurait fallu mettre ensemble les deux chambres des parlements. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée provinciale, les réunir en congrès pour déclarer la guerre ouvertement. Et c'est ce qui n'est pas fait jusque-là. La guerre, pour vous, n'a jamais été une option levée par le gouvernement congolais. Non, ou c'est une option qui reste par ailleurs envisageable. Mais c'est quelque chose que nous devons faire, parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans une guerre de fait. Et pour revenir dans ce projet de la refondation, nous avions dit qu'il faudrait réformer l'administration de notre pays. Là, vous aviez parlé de l'infiltration. Et nous voyons que ces structures, ou bien ces structures qui sont aptes à pouvoir décrypter ou bien ressortir ces infiltrés dans notre armée, il y a l'ANR, il y a la DEMIAP, qui en principe doivent faire ce travail-là, de pouvoir extirper de notre armée les infiltrés. Voilà, de notre armée les infiltrés. Et vous voyez qu'aujourd'hui, que ce soit les DEMIAP, que ce soit l'ANR, sont au service rattaché de la présidence de la République, en muselant les opposants, en arrêtant les opposants d'une manière à pouvoir les torturer dans des cachots clandestins que même le président de la République, pendant la campagne, avait promis de pouvoir fermer. Alors que leur but ou leur job, leur grand boulot, c'est de pouvoir justement faire ce travail-là, de pouvoir extirper ou localiser les infiltrés dans notre armée. Et il y a ici les réformes ou bien la réhabilitation de l'administration nationale. Vous êtes sans ignorer que nous n'avons plus une administration requise dans notre pays. Et vous voyez qu'aujourd'hui, malgré, lorsque vous parlez même des infiltrations dans notre pays, c'est aussi par rapport à cela. Parce que vous voyez que nous avons nos frontières qui restent ouvertes jusqu'aujourd'hui, alors qu'il y a des Rwandais qui entrent vers Goma, qui entrent vers nos frontières parce qu'il n'y a pas une administration sérieuse et bien établie dans notre pays. Et lorsque tous ces problèmes ou toute cette problématique sera réglée, vous allez voir que nous allons régler une partie ou la quasi-totalité du problème qui sévit en République démocratique du Congo. Nous avions bien voulu que dans le discours du président de la République qu'il avait fait tantôt, que nous puissions entendre des arrêtés, des décisions fermes pour pouvoir rétablir ou remettre en selle notre armée que nous n'avons pas entendue. Nous avons cru entendre on évoquera tout à l'heure un militant de l'adresse du chef de l'État à la nation. Une personne qui est encore en train de candidater à la présidence. C'est triste. Donc pour cela, il faudrait remettre notre armée à l'État et ne pas dire que nous sommes en train de les démobiliser, non. Mais il y a ces forces de proposition que nous avons toujours données depuis le début, que si aujourd'hui M. Félix Tshisekedi et le gouvernement appliquent toutes les propositions que M. Délice Sanga avait formulées de bonne foi, nous pensons qu'il y aura un changement justement du côté des avancées et de l'emplacement de ce qui doit être fait dans notre armée. Alors, comme je le disais tantôt, le rêve du Rwanda ou de Paul Kagame, c'est notre faiblesse. Il faut y penser, commencer déjà à opérationnaliser, à équiper et à mettre le FARDC dans des conditions optimales afin de guerroyer contre les forces invisibles, les forces du mal qui veulent mettre à feu, à sang notre cher et beau pays. Avant de prendre les discours du chef de l'État, l'adresse à la nation et tous les points qu'il a pu évoquer, on va savoir qu'est-ce que vous en pensez dans un instant. Mais d'abord, la situation dans l'est du pays a pris des proportions inquiétantes. Aujourd'hui, point n'est besoin de le rappeler, les rebelles sont aux abords
de la ville de Goma. Dans son tout récent tweet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avait annoncé la présence de Rwandais dans la ville de Goma. Pour vous, au niveau de l'envol, ou pour vous, à titre personnel, est-ce que cette situation était-elle prévisible? Bon, je ne peux pas parler pour moi puisque je suis porte-parole d'Envol, donc j'engage directement le parti et mon président. Dire que c'était prévisible, nous ne pouvons pas le dire comme ça, mais nous disons que c'était une situation qui devait être évitée. Parce que nous savons tous ici que la priorité des priorités de notre pays actuellement, c'est la sécurité physique et la sécurité alimentaire de la population. Et aujourd'hui, puisque nous avons, bon, ça va faire maintenant plus de 30 ans, depuis, je peux dire même 31 ans, parce que c'est depuis 1994, où il y avait une ouverture des frontières qui avait été faite. Vous avez vu même qu'il y avait l'ancien président du Sénat, Kengo Adondo, qui en a parlé, qui avait dit que l'erreur qui avait été commise en son temps, c'était de pouvoir donner asile à ces Nilotiques pour venir séjourner au Zaïre à l'époque. Et tellement que ce peuple nilotique ont des idées, ils ont toujours eu des idées expansionnistes, parce que moi, personnellement, j'ai toujours appelé cette guerre entre la République démocratique du Congo une guerre des siècles. Parce que depuis les époques datant, les Rwandais ou ces Nilotiques ont toujours eu ces idées expansionnistes. Voilà pourquoi même à l'époque, ils n'ont jamais renoncé à leur projet. Ils ont toujours voulu avoir des parties de notre terre. Et nous, en tant que grand pays, République démocratique du Congo, avec les 9 pays frontaliers, la seule chose, nous pouvons tout dire de M. Mobutu, nous pouvons quand même reconnaître de lui qu'il avait compris cela, parce qu'il y a 9 pays frontaliers qui sont là à joncher la République démocratique du Congo, un pays où il y a plusieurs minéraux, où il y a plusieurs richesses. Il aurait fallu avoir une armée qui monte en puissance ou qui est puissante, dissuasive, pour pouvoir dissuader tous ces pays frontaliers à ne pas vouloir avoir des longs yeux pour pouvoir venir piller nos richesses. Et c'est ce que M. Félix Tshisekedi n'a pas réussi à faire. Nous disons que c'était évitable. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une priorité qui est la sécurité physique de la population, et par rapport à tous ces enjeux, il faudrait mettre des moyens énormes. Il ne s'agit pas que de rejeter la faute sur les autres, parce que lorsque vous devenez président de la République ou lorsque vous candidatez à vouloir devenir président de la République, ça voudra dire que vous avez déjà toutes les réponses par rapport aux questions de Congolais que vous devez résoudre. Et lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, normalement, il aurait fallu qu'il puisse donner des moyens. Et réellement, ou certainement, il y a eu des moyens qui avaient été prévus dans le budget. Il a fait. Aujourd'hui, le budget de l'armée est passé de 1 milliard à plus de 2 milliards 500 000. C'est quand même énorme. Oui, mais avec tout ça, on a l'impression que sur terrain, ça titube un peu. Mais c'est ça justement. Parce que lorsque vous quittez de 1 milliard pour arriver à 2 milliards, 1 million, comme vous l'avez dit, pour l'armée, il doit y avoir des ressentis sur terrain. Mais nous ne voyons pas ces ressentis-là. Pourquoi? Parce que vous avez un gouvernement de Mme Judith Suminwa où vous avez un ministre de la Défense. D'abord, premièrement, M. Jean-Pierre Bemba qui est arrivé et qui n'a rien fait. Vous avez vu qu'il y a eu des fonds qui avaient été débloqués et détournés par nos compatriotes congolais que nous appelons, ou bien que vous appelez souvent des pères et des mères. Et vous avez un deuxième ministre de la Défense qui passe son temps à pouvoir faire des répliques des films au lieu de pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour pouvoir pallier à ces insuffisances. Et alors, pour cela, vous voyez qu'il y a des fonds qui, de mauvaise foi, sont détournés au lieu que l'on puisse mettre à disposition de l'armée. Vous êtes sans ignorer que nous n'avons pas d'armes
adéquate pour pouvoir nous battre. Il y a des militaires qui se plaignent, même des en-cas. Ils ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien vêtus, ils ont un moral qui n'est pas au zénith parce que leur propre famille qui reste ici à Kinshasa ne sont pas prises en charge par l'État. Ils ont leurs enfants qui jonchent les boulevards en train de quémander de l'argent. Ils sont aujourd'hui, comme on l'appelle communément, des chégués. Et vous allez voir un père de famille qui est militaire et qui va au front, qui n'a pas le moral au zénith pour pouvoir se battre. Mais face à la situation, Madame Denalokunku, le patriotisme ne nous appelle pas à nous surpasser de tout ça, justement. Mais voilà pourquoi nous parlons de la réduction. Nous avions plutôt parlé depuis le début de la réduction du train de vie de l'État. Parce que pour cela, le patriotisme doit d'abord commencer par ceux qui nous dirigent. Voilà pourquoi nous avions même proposé, nous avions dit que M. Félix Tshisekedi, si réellement il aime la nation, parce que le patriotisme doit commencer d'abord par lui, il doit commencer d'abord lui-même par réfuter le salaire que lui-même dit ne pas savoir combien c'est, pouvoir réduire son salaire, réduire les salaires de ses députés, réduire même la taille du gouvernement, nous l'avions dit en son temps. Qu'il faudrait qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ce sont les moyens qui manquent à ces pays? Ça ferait épargner d'abord à la République démocratique du Congo que les entretiens du Sénat et des assemblées nationales qui pourront faire épargner plus de 100 millions de dollars aux Congolais que l'on puisse mettre à profit de l'armée. Mais dans un régime de corruption, même si on faisait ça, mais on n'aura rien résolu, justement, parce que vous avez parlé de la corruption et du détournement de moyens destinés à l'armée. Mais c'est ça, justement. Normalement, il faudrait d'abord commencer par réduire les trains de vie de l'État, de ses députés, de ses ministres, qui obtiennent des millions ou des milliers de dollars par mois. On ne peut pas demander à un fonctionnaire ou un enseignant d'être patriote, comme l'a fait Mme Judith Souminois, alors qu'eux-mêmes ne font pas preuve de ce patriotisme. Et après, il faudrait, après avoir réduit le train de vie de l'État, de pouvoir être rigoureux et d'abandonner la complaisance. Parce que lorsque vous avez des ministres de la Défense qui reçoivent les fonds et qui détournent sans être inquiétés, nous pensons que ce patriotisme-là n'est pas leur maître. Et comment ils comprennent le concept de patriotisme? Pour eux, le patriotisme reviendrait à renoncer à ce droit et à se sacrifier pour le peuple, sans que vos droits soient respectés. Non, mais pour eux, en fait, comment nous pourrons dire c'est une poignée de personnes qui se disent que le patriotisme ou comment dire le fait de cette abnégation-là ou pouvoir avoir pitié des autres, ce n'est pas de leur apanage. Donc pour eux, ils ont cette opulence exagérée et c'est de leur droit. Et que la population lambda, la population qui croupit dans la misère doit être patriote. Non. Nous pensons tout en se privant de ce droit. C'est ça exactement. Nous pensons aujourd'hui que le patriotisme doit être plutôt un maître mot pour tout le monde et pour toute la nation. Parce que si on met ce militaire-là qui va et qui donne sa vie, qui laisse sa famille pour aller se battre pour la nation, il doit être mis dans des conditions telles que lorsqu'il va mourir pour la nation, qu'au moins qu'il sache que sa famille continuera à vivre et à survivre. Et c'est ça le problème. Tout ce que nous demandons à M. Félix Tshisekedi et à son gouvernement, puisque nous, on nous appelle des opposants à péter tout ça, alors que nous tirons des sonnettes d'alarme, nous continuons à donner des propositions et nous disons à M. Félix Tshisekedi de pouvoir remettre notre armée à l'État, même pour cela, copier même l'exemple de Mobutu, parce qu'il n'y a pas que la dictature de l'autre côté, il y a aussi le renforcement de la capacité des forces armées de manière concrète et durable. Allez, merci beaucoup. De manière concrète et durable, c'est Madame Denalokunku, je rappelle qu'elle est porte-parole d'Envol, parti cher Délice Sanga, que voulais-je dire. Nous avons bon espoir que vous êtes en train d'y passer du bon temps de télé en notre compagnie. Madame, est-ce que ne sommes-nous pas en train de nous leurrer?
quel est le véritable problème ou les objectifs de cette guerre qui n'a fait que trop durer, parce que vous l'avez rappelé, c'est depuis 1994 que la guerre est sur notre territoire. Les véritables objectifs, c'est quoi? Est-ce un problème de mauvaise gouvernance, un problème une question d'hégémonie de la part de l'agresseur, qui du reste est connu de tous, ou c'est une guerre qui a des visées, des visées expansionnistes, mais à côté de ça aussi, l'ambition ou le rêve de piller nos ressources naturelles dont nous disposons à foison. Je vais commencer cette prise de parole par une citation de Gad Elmaleh. C'était un article, un artiste... Mais vous pouvez y aller sans les citer comme... Oui, que j'aime beaucoup. Il a dit une chose qui m'avait beaucoup interpellé. Il a dit qu'il y a une différence entre un homme intelligent et un homme sage. Parce qu'un homme intelligent passe son temps à pouvoir résoudre les problèmes qu'un homme sage a su éviter. Ça voudrait dire quoi? Dans le contexte actuel, devions-nous être sages ou intelligents? Actuel, ça voudrait dire que lorsqu'on est un État conscient, on doit prévoir, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Vous n'attendez pas à ce que le voleur puisse entrer dans votre maison parce que vous aviez laissé votre porte et votre fenêtre ouvertes pour pouvoir condamner le voleur et dire nous ne savons pas comment il est arrivé dans la maison. Mais il est entré chez vous justement parce que vous aviez laissé les portes et les fenêtres ouvertes. Et c'est ça justement le problème. Lorsqu'on dit que gouverner, c'est prévoir, ça voudra dire que lorsque M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il sait que la guerre de l'Est était une guerre, ou continue d'être une guerre qu'il a trouvée. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour la mise en place des stratégies nécessaires, fiables et concrètes pour pouvoir contrer cela. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un problème de gouvernance? Nous disons que c'est un problème de manque de volonté politique et de mauvaise gouvernance, à l'instar de M. Félix Tshisekedi et son gouvernement. Et nous pensons que M. Félix Tshisekedi, réellement, s'il est patriote, s'il a un sens de dignité, il aurait dû démissionner. Parce que là, nous voyons que le gouvernement est en perte de vitesse. Démissionner pendant que la case brûle. Est-ce que en ces temps-ci, devrions-nous nous obstiner à trouver le coupable ou à éteindre le feu? Non, mais justement, il faudrait éteindre le feu. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi passe et ne donne pas des solutions concrètes à la population en tant que chef plutôt des troupes armées, pour prendre des décisions idoines pour pouvoir pallier à, je pourrais dire, à ces cancres, ces rebelles qui entrent et qui tuent la population. Nous attendons en ce moment du chef de l'État qui puisse revêtir sa veste en tant que garant des bons fonctionnements de l'État et chef des troupes armées pour pouvoir montrer la voie à la population, prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir éradiquer. Et vous voyez que Goma aujourd'hui est tombée. Et Goma, ce n'est pas une petite ville. Goma, c'est une ville stratégique que les rebelles ont pris pour pouvoir déstabiliser la République démocratique du Congo. Suite à ce qui se passe dans la ville de Goma, pour l'instant, nous ne savons pas affirmer si oui ou non Goma est entre les mains mais il y a eu des confirmations. Il y a eu des confirmations. Pour l'heure, nous nous en tenons à ce que le ministre de la Communication a dit dans son tout récent tweet qui a présence. Il y a des Rwandais qui ont assiégé Goma. Il l'a dit et il l'a confirmé. Et aujourd'hui, nous ne devons pas nous leurrer parce qu'à force de se leurrer, on n'arrive pas à trouver des décisions salutaires pour pouvoir... Alors, les objectifs de ces rebelles, c'est lesquels? Ils sont dans la stratégie de vouloir mettre notre pays à genoux en pillant les ressources dont nous disposons, ou l'objectif, c'est bien sûr la balkanisation dont on a parlé depuis longtemps, mais dont on ne voit pas l'ombre arriver. Balkanisation ou pas, bon, du reste, moi, je ne suis pas porte-parole de l'AFC ou du M23. Je ne sais pas entrer dans leur projet ou savoir ce qu'ils prétendent ou veulent faire.
mais nous faisons nos analyses propres par rapport à ce qui se passe. Le problème, ce n'est pas de pouvoir savoir donc, la guerre date depuis quelques années. Depuis plus de 30 ans. On sait suivre quand même les événements, les épisodes, le groupe rebelle qui ont remplacé les autres jusqu'à la renaissance même du M23. Est-ce que, avec tous ces éléments réunis, est-ce qu'on peut s'accorder à comprendre un tout petit peu les objectifs mais c'est de cette justement nouvelle ce que rébellion? j'essaye de dire. On ne doit pas citer nommément les objectifs ou rechercher des poux sur la tête d'une personne chauve. Alors que tous nous savons que les 9 pays frontaliers, il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a d'autres pays qui sont de l'autre côté qui envient les richesses de la République démocratique du Congo. Et vouloir la protéger devrait plutôt être automatique. Parce que vous savez que vous êtes dans un pays qui regorge beaucoup de richesses et tout ça. Il faudrait qu'il y ait une administration bien établie. Il faudrait que les frontières soient sécurisées. Il faudrait que nous ayons une armée qui monte en puissance. Et que ce soit le Rwanda, que ce soit les autres, ils ont toujours eu des idées expansionnistes pour pouvoir annexer notre pays au leur. Et pour cela, il ne s'agit pas de vouloir nous poser la question de savoir est-ce qu'ils veulent prendre notre pays, mais c'est quelque chose d'évident parce que les Rwandais ont toujours eu cette idée expansionniste pour pouvoir voler nos territoires. Et puis, tenez, il y a le Rwanda. Mais ils s'en tiennent à quel argument? Est-ce que leur argument au niveau de la sous-région et même dans différents salons diplomatiques tiennent la route? Mais M. Félix Tshisekedi avait donné pendant la campagne, je le répète encore, qu'il avait dit que lorsque on va le réélire président en 2023, il va faire appel. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit pendant la campagne. Et il a rassuré la population congolaise que dès qu'il devient président de la République, avec cette guerre qui n'a que trop duré, il va mettre ensemble les 2 chambres du Parlement pour pouvoir déclarer la guerre. Et il avait dit encore qu'à la moindre escarmouche, un seul Congolais, s'il mourait, il va déclarer la guerre. Il a changé de fusil d'épaule bien après. Comment est-ce qu'il peut changer de fusil d'épaule parce qu'il est toujours président de la République? Voilà pourquoi nous lui blâmons. Parce que vous voyez que lorsque vous êtes père de famille, lorsqu'il y a des enfants qui ne mangent pas, des enfants qui sont en insécurité, qui ne vont pas à l'école, tout ça, on traite ce papa d'irresponsable. Et aujourd'hui, pendant ce temps où la République démocratique du Congo tout entière ont des yeux rivés sur M. Félix Tshisekedi, il faudrait justement qu'il mette sur table, ou bien qu'il remette, ou qu'il sorte du réfrigérateur et remette sur table la promesse qu'il avait donnée à la population de pouvoir convoquer cette guerre. Parce que vous voyez que pour l'instant, nous sommes non seulement sous état de siège, l'urgence, nous sommes l'appel à déclarer la guerre au Rwanda. En état de guerre. Parce qu'aujourd'hui, si vous décidez de croiser les bras, nous avions parlé de la trêve l'autre fois, où on déclare la trêve, vous êtes là en train d'observer la trêve, alors que de l'autre côté, les Rwandais, le M23 et les AFC continuent de tirer. Et sous cette trêve, les rebelles ont profité de s'emparer d'importants territoires et localités. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, si vous refusez de faire la guerre ou de déclarer la guerre de manière frontale, il y a quand même des territoires qui continuent à être raflés par les rebelles. Et pour cela, est-ce que avons-nous l'art de la guerre? Avons-nous le moyen pour faire la guerre au Rwanda? C'est une question que je vous pose et peut-être sur laquelle vous n'allez pas trop commenter. Quand nous ne sommes pas à mesure de nous défendre, est-ce que serons-nous à mesure? Mais pour ça, il faudrait que M. Félix Tshisekedi dise la vérité à la population. Laquelle? Pourquoi il ne veut pas déclarer la guerre? Parce qu'aujourd'hui, Goma est pris entre les mains de l'ennemi. Et aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, que ce soit même la population, nous voulons reconquérir nos terres et avoir l'intégrité nationale de notre pays. Et pourquoi M. Félix Tshisekedi ne déclare pas la guerre? Il faudrait qu'il dise à la population que peut-être que notre armée est affaiblie ou il n'a pas les moyens nécessaires. Et si, comme ils le disent, que notre armée monte en puissance, qu'est-ce qui empêche vraiment à M. Félix Tshisekedi de pouvoir réunir les 2 chambres du Parlement? Est-ce que ne sommes-nous pas déjà sur le front des guerres? Peut-être la guerre n'est pas que militaire, mais elle est aussi diplomatique, politique et même économique.
avec la rupture des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali, est-ce que ça ne promet pas des lendemains meilleurs dans le sens où le gouvernement pourra prendre mais déjà avec les décisions qu'il faut. Oh là là, monsieur Gédéon, avec des innombrables voyages que monsieur Félix Tshisekedi, des milliers de voyages qu'il a fait depuis 2019 à ce jour. Avez-vous déjà vu des investisseurs venir investir au Congo? Avez-vous déjà vu des militaires venir de manière offensive pour venir aider la République démocratique du Congo? On voit quelques-uns, ça et là, nous l'avons toujours dit, dans différents domaines. Nous l'avons toujours dit que notre salut ne viendra pas de l'Orient, ne viendra pas de l'Occident. Nous avons une population qui est intelligente. Nous avons le génie civil. Nous avons des militaires qui sont prêts à se battre pour la République démocratique du Congo. Prenez l'exemple des soldats roumains. Nous l'avions dit en son temps. Que ces soldats ne peuvent être fidèles qu'à leur propre pays. Vous ne pouvez pas prendre des soldats étrangers, des mercenaires pour venir se battre pour vous et vous mettez toute votre confiance en eux. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, même le président de la République est en danger réel avec ces mercenaires. Est-ce que c'était la solution, miracle qu'on a prise? Justement, vous avez l'Union européenne, où tout le temps, que ce soit même les États-Unis, où M. Félix Tshisekedi fait des voyages tout le temps pour aller faire de la diplomatie soi-disant agissante, aller quémander ça n'a pas payé à ce jour. Mais ça n'a pas payé justement, il y a Goma qui est en train de partir. Est-ce que vraiment, il faudrait continuer sur cette lancée ou il faudrait aujourd'hui, puisque nous avons notre armée qui monte en puissance, parce qu'ils l'ont dit, que nous sommes 8e armée en Afrique à pouvoir se battre ou avoir cette force-là de frappe. Mais pourquoi M. Félix Tshisekedi ne déclare pas la guerre? Parce que la diplomatie aujourd'hui a démontré ses faiblesses et ses limites. Est-ce que nous devons toujours continuer sur cette voie? Nous avons toujours dit que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit tout ce monde, ils ont leur intérêt du côté du Rwanda. Parce que comment expliquez-vous que le Rwanda, qui n'a ni or, ni diamant, ni coltan, et tout ça, est premier exportateur du coltan en Afrique? Et tout ça, c'est parce que l'Union européenne, justement, est en train de planter le flanc, de prêter plutôt le flanc au Rwanda. Et pourquoi nous devons toujours continuer à aller quémander? Dans la seule voie par laquelle récupérer tout ce territoire, c'est sur la voie militaire désormais. La diplomatie ne fera démontré ses limites. Obtenir le retrait des troupes rebelles. Nous savons tous que toutes ces organisations étrangères nous plantent le couteau dans le dos. Et aujourd'hui, la seule issue qui nous reste à faire, c'est que le président de la République puisse réaliser sa promesse en réunissant les deux chambres du Parlement et de déclarer la guerre. Est-ce qu'avons-nous le moyen qu'il faut, madame? Mais maintenant, je l'ai dit, c'est à M. Félix, vous le savez plus que moi, la guerre ne se décrète pas, c'est à M. Félix Tshisekedi maintenant de faire une communication franche et dire à la population que nous n'avons pas une armée qui peut tenir tête à ces rebelles-là. Mais nous pensons qu'avec le patriotisme des FARDC et avec leur volonté à vouloir se battre, aujourd'hui, si M. Félix Tshisekedi décide la guerre, ils voudront mourir sur le champ de bataille, mais protéger l'intégrité nationale de notre pays. À défaut de faire la guerre au Rwanda, qu'est-ce qui peut encore nous garantir l'espoir ou la flamme d'espoir noctilique de retrouver nos territoires sous contrôle de, il n'y en a pas. De rebelles? Il n'y en a pas. Nous avions donné... La diplomatie en mettant en contribution... Non, la diplomatie les déjà mettant de côté. De tous les acteurs politiques, mais aussi la contribution de la société civile dans sa pluralité. Non, mais déjà la diplomatie étrangère, il faudrait la mettre de côté. Il y a eu, bon, j'aurais entendu, bien que nous ne sommes pas dans ces histoires-là, M. Fayoulou qui avait demandé l'appel à la cohésion nationale. Ça ne serait pas une des solutions, par exemple? Oui, mais M. Félix Tshisekedi a dit qu'il n'avait pas de crise. Vous avez M. Mouzitou
qui était prêt à pouvoir travailler avec lui, mais qui n'a jamais reçu. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on le dise? Est-ce qu'il faudrait seulement que ce soit Envol? Envol a donné des propositions. Envol a son projet de la refondation qu'il a mis en disposition de tout le monde et qui se trouve même sur Internet et sur Google. Lorsque vous tapez, vous voyez. Et le gouvernement doit se servir de toutes ces propositions-là parce qu'aujourd'hui, la diplomatie étrangère ne nous sera pas favorable parce que nous savons tous aujourd'hui, et personne ne peut ignorer que ce soit l'Union européenne, que ce soit les États-Unis et tout ce monde-là, ne voleront pas plutôt à notre rescousse, mais ils sont là pour ravitailler le Rwanda qui viennent nous combattre. Et M. Félix Tshisekedi doit prendre ses responsabilités en main en tant que père de famille, en tant que père de la nation, pour pouvoir déclarer la guerre au Rwanda. Sur le même volet, pendant que Kinshasa affirme sa position de ne pas négocier ou avoir un dialogue direct avec l'M23, l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait adhérer les pays à travers le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, appelle les deux parties en conflit ou appelle la République démocratique du Congo à un dialogue direct avec l'M23 ou EAFC de Corneille Nangaa. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais l'Ouganda, parlons de l'Ouganda. Il y a eu même le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui a avoué que l'Ouganda, et personne n'ignore que l'Ouganda est notre agresseur au même titre que le Rwanda. C'est pas un enfant de cœur. Non, pas du tout. Et lorsque M. Félix Tshisekedi est allé faire adhérer le pays à l'EAC, nous en vol particulièrement, nous avions dit que c'était une mauvaise idée. Parce que ces personnes par lesquelles il est allé faire des accords étaient, comme l'on dirait, faire entrer le serpent dans une maison. Et pour tout cela, moi je pense que l'appel au dialogue avec les rebelles de M. Yoweri Museveni est une vaste blague. Et nous ne pouvons même pas tenir en compte son appel parce que ce soit lui, que ce soit le Rwanda, ils sont sur le même piédestal. Ils sont tous agresseurs de la Pour nous dire que Tshisekedi est pris dans son propre piège en faisant adhérer la RDC à l'EAC. Et c'est à lui de savoir. Parce qu'en son temps, nous avions dénoncé. Et lorsqu'on vole dénonce, puisque c'est un mouton noir ou bien un cheveu dans la soupe, tout ce qu'on vole dit, on le jette à la poubelle. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est mis dos au mur par rapport aux décisions qu'il a prises. Et c'est seulement lui et à lui seul cette responsabilité de pouvoir s'en défaire. On va décortiquer, bien entendu, à lui la responsabilité de se dépêtrer de ces situations. L'adresse à la nation, le chef de l'État, dans un discours de plus ou moins 15 minutes, avec un visage effaré, il a donné de la force aux vaillantes FARDC qui sont en train de se battre pour la reconquête de nos différents territoires. Allez, trêve de commentaires, je pose la question à Mme Dena Lunkoukou. Est-ce que le discours du chef de l'État est-il rassurant? Est-ce que c'est un discours qui, aujourd'hui, galvanise plus d'un Congolais ou galvanise les troupes au front? Nous avons eu, personnellement, là je parle de manière individuelle, j'ai eu l'impression d'avoir un militant de l'UDPS. Mais comment ça encore? Oui, j'y arrive, je vais me défendre. Comment ça? J'ai eu l'impression d'avoir en face de moi un père qui fuit ses responsabilités. Et j'ai eu en face de moi une personne qui ne veut pas assumer ses erreurs et de pouvoir prendre ses responsabilités en main. Qu'est-ce qu'il aurait pu bien dire? Parce que lorsque le chef de l'État continue, après cette histoire de la prise en otage de Goma, à continuer à dire ses langages au futur tense, vous avez un président qui ne vit plutôt que dans le futur. Alors que nous avons un problème là, ici et maintenant, où il doit y avoir des solutions aux problèmes, où il doit prendre des décisions en tant que père de la nation. N'est-ce pas que le rêve est permis, la foi, lui-même il avait dit, malgré les temps incertains et compliqués. Lui-même il avait dit, qui peut m'interdire, moi,
le garant de la nation à ne pas faire ça. Bien que, bon, on l'avait mal informé, il n'a jamais été garant de la nation. Mais c'est le garant des bons fonctionnements des institutions. Tout à fait. Voilà. Et en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, en tant que chef de l'État, en tant que chef des troupes armées, il devait revêtir cette casquette en tant que, comment on les appelle même, chef suprême des armées. Commandant suprême. Commandant suprême de pouvoir prendre des décisions. Que lorsqu'il fait son discours, qu'il dise à la population, parce qu'aujourd'hui la population est apeurée, surtout celle qui est à l'est de la République démocratique du Congo, lorsqu'ils ont entendu que le président de la République démocratique du Congo venait donner un discours, ils voulaient entendre des décisions. Qu'est-ce que le président de la République dit? Quelles sont ces solutions qu'il apporte à ce problème de la guerre de l'Est? Il a parlé du train de vie des institutions. N'est-ce pas une décision qui nous amène tout droit vers le début des solutions? Il ne suffit pas de dire, il suffit de faire. Parce que lorsqu'on vit dans la complaisance, alors ça ne sert à rien. Il aurait fallu que M. Félix Tshisekedi puisse d'abord démettre ou revoquer tous ses ministres, tous les gouvernants qui ne font rien, qui ne sont là qu'à pouvoir détourner les fonds, les redevances de la population. Il y a des gens qui ne sont pas payés, les gens qui ont faim. Il y a ces militaires-là qui n'arrivent pas à se battre parce que le ministre de la Défense aurait détourné de l'argent. À pareille situation, démettre, révoquer le membre du gouvernement, ça ne serait pas suicidaire. Non, il devrait révoquer, il devait démettre le gouvernement et mettre en place un gouvernement plutôt des technocrates, des méritocrates, des gens qui ne se contentent pas à rester dans leur bureau climatisé, mais des gens qui sont sur terrain et qui travaillent. C'est ça que la population aurait voulu entendre. La population aurait voulu entendre de M. Félix Tshisekedi. Mais dans la tradition, vous savez, lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, ça prend toujours plus de temps pour qu'il entre en action, qu'il marque des résultats. Qui avait dit que bien que la constitution de notre pays ne prévoit pas en elle son changement, il avait dit qu'il y avait un moyen de changer la constitution. Et vous n'allez pas nous dire ici que s'il faudrait changer le gouvernement, il ne peut pas trouver un moyen pendant que le pays aujourd'hui est menacé. Ce que la population aurait dû entendre de M. Félix Tshisekedi dans son discours, c'est de lui dire que je vous avais promis de pouvoir réunir les deux chambres du Parlement en conseil et nous allons officiellement déclarer la guerre parce qu'aujourd'hui notre pays est dans une guerre de fait. Et c'est tout cela, des décisions, des trains de vie de l'État. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il fallait mettre de côté ces personnes qui détournent de l'argent, les mettre dans les prisons, parce que dans les prisons, nous voyons qu'il n'y a juste que des prisonniers politiques, mais les détourneurs, nous n'en voyons pas. Et c'est tout cela, cette série de décisions concrètes que la population aurait voulu entendre de M. Félix Tshisekedi. Et c'est ce qui n'était pas le cas, et nous sommes déçus. Donc voilà. Donc, il a intérêt à rectifier les tirs. Il doit rectifier les tirs. Dans les prochaines heures, à prendre d'autres orientations, à donner peut-être à l'armée, ainsi qu'aux populations confrontées à la crise qui sévit dans l'est du pays. Monsieur Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit prendre conscience qu'il n'était pas président que pour des voyages. Il était président de la République, ou il est encore président de la République pour répondre aux desiderata de la population. Et aujourd'hui, nous avons ce problème de Goma. M. Félix Tshisekedi doit arrêter de pleurnicher. M. Félix Tshisekedi doit arrêter de rejeter la faute sur les autres. Parce que nous avions, vous pouvez me laisser 30 minutes pour pouvoir aborder le sujet. Toujours dans cette optique de pouvoir rejeter la faute sur les autres, il y a eu la population qui s'est insurgée contre cette ingérence de ces internationaux,
par rapport à cette guerre, la population a décidé de descendre sur la rue et de pouvoir protester pacifiquement. Mais vous aviez vu qu'il y a eu des membres de l'UDPS qui sont passés à la télé et qui ont promis de casser. Ils sont allés, ils ont cassé, ils ont pillé les supermarchés, alors que ce n'était pas ça. Je pourrais dire l'idée première de pouvoir faire ces protestations. Vous avez vu même le cabinet de M. Delis Esanga être saccagé. Été saccagé. Il y a eu des véhicules, des Que retenez-vous de personnels tout ça? C'est un acte prémédité. Non, mais c'était un acte prémédité, parce que je le dis ici. J'utilise votre micro pour le dire, qu'il y a eu ceux de l'UDPS qui sont passés à la télé une ou deux journées plutôt avant, sur des chaînes, pour dire qu'ils vont saccager, ils vont piller, ils vont faire tout cela. Et nous avions vu ces mêmes personnes de l'UDPS devant des troupes pour pouvoir inciter la population qui avait voulu faire une protestation pacifique à pouvoir casser les bureaux. Vous aviez vu que particulièrement à cet immeuble qui n'est même pas l'immeuble du Rwanda, et que l'ambassade du Rwanda, qui n'existe même plus sur cet immeuble depuis belle lurette, il y a aujourd'hui des bureaux des particuliers qui se sont vus piller. Il y a eu des coffres forts qui avaient été détruits. Il y a eu même des véhicules des particuliers incendiés. Et vous voyez que tout cela, nous avions toujours dit, et nous pensions même d'ailleurs, que M. Félix Tshisekedi, étant le fils d'Étienne Tshisekedi, pendant plus de 37 ans, ils l'ont fait. Ils ont pillé, cassé pendant les protestations. Et aujourd'hui, en tant que parti politique présidentiel au pouvoir, ils auraient dû changer de tactique. Mais le gouvernement et c'est regrettable de voir d'infiltrés qui ont profité de cette il n'y a pas eu sursaut national pour commettre des actes de dérapage. Non, lorsque vous voyez, par exemple, des personnes qui entrent dans le bureau, dans le cabinet de M. Delis Esanga, qui prennent des effigies, qui prennent des insignes du parti et qui font une vidéo pour dire que ces insignes ont été prises dans le bureau de l'ambassade du Rwanda. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui n'était pas prémédité? On a sorti du contexte. Exactement. Lorsque vous voyez qu'il y a des personnes qui passent à la télé des jours avant pour pouvoir confirmer les faits qui vont casser, et que vous voyez qu'il y a même des commerces des personnes, des particuliers, des bureaux des particuliers qui sont vandalisés et pillés, est-ce que vous allez dire que toutes ces personnes, tous ces supermarchés, c'était des supermarchés des Rwandais? Et vous voyez que ce sont ces antivaleurs que nous cherchons à dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est en état de guerre. Il n'est point question maintenant des règlements de compte, mais il faudrait que tous nous puissions mettre notre réflexion pour pouvoir déjouer cette guerre plutôt de l'Est, et de ne pas se tromper dans des futilités et dans des choses qui n'arrangent pas la République démocratique du Congo actuellement. Merci beaucoup. De cœur avec l'honorable Delis Esanga, dont le bureau a été saccagé, pillé par les marchands surexcités qui se sont adonnés à des actes de dérapage. Nous condamnons cela avec la dernière énergie. Et en pareille situation, des actes de ce genre ne sont pas de nature à nous mettre d'accord, à nous unir en tant que peuple face à l'objectif qui est le nôtre. L'objectif premier, c'est bouter, mettre hors état de nuire l'ennemi et l'agresseur. Maintenant, que devons-nous faire? Vous avez suivi le nouvel homme fort des États-Unis, Donald Trump, qui a commenté la question sur la situation de sécurité de l'Est, estimant que c'est un problème très grave. Il en parlera certainement dans dans les heures qui suivent. Vous le voyez prendre position en faveur de la République démocratique du Congo, où nous ne devons pas, à ce jour, donc nous fier à tout soutien. Moi, je pense que nous ne pouvons que nous fier à nous-mêmes et à nos propres efforts. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la diplomatie a démontré ses limites. Que toutes ces personnes, toutes ces organisations, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ils ont toujours condamné, ils ont toujours donné des ultimatums, et rien n'est fait jusque-là. La ministre des Affaires étrangères a dit que l'Union européenne a préféré, a choisi le mot à la place de l'action. L'action doit d'abord commencer par nous-mêmes, parce que ce pays nous appartient.
Ce pays n'appartient pas aux États-Unis, ce pays n'appartient pas à la France, ce pays n'appartient pas à la Grande-Bretagne plutôt et aux autres. Ce pays nous appartient à nous, Congolais. Et aujourd'hui, que ce soit les personnes qui nous dirigent, que ce soit nous-mêmes, nous devons incarner cet esprit de patriotisme. Parce que je voudrais ici aussi évoquer le fait que ce n'est pas parce que les rebelles ont pris Goma et qui sont à des milliers de kilomètres de Kinshasa que ça ne nous concerne pas. Nous devons tous avoir cet esprit patriotique et de refus de cette guerre-là. Et quand vous voyez est-ce qu'on a pris cette conscience? Des Congolais, des Quinois qui font comme si de rien n'était, chacun prend sa petite bière, il y a des bars partout, il y a des églises, il y a tout ça, et tout le monde va à leurs occupations pendant qu'il y a eu des manifestations à Kinshasa, je rappelle les derniers. Est-ce que c'est pas... ça ne ressort pas d'une prise de conscience? Nous avons loué cette initiative de pouvoir protester, mais qui du reste, nous insistons, parce que nous, les opposants, nous avons toujours fait des protestations de manière pacifique, nous avions toujours été arrêtés. Alors que lorsque vous voyez qu'il y a des gens au pouvoir qui font des protestations, ils sont sous la bénédiction de la police lorsqu'ils font leurs malfrats et leurs pillages. Alors, nous sommes d'accord par le fait que la population puisse manifester pacifiquement par rapport à cette histoire. Mais nous voulons aussi que nous, Quinois, nous Congolais, dans son ensemble de la République démocratique du Congo, que nous puissions avoir cette attitude de guerre, cette attitude même psychologiquement de pouvoir incarner le fait que nous sommes en guerre et que nous devons protester chacun de son côté. Et à ça, il faudrait que aussi les personnes qui nous dirigent, les personnes qui nous gouvernent puissent avoir cette conscience-là et ce patriotisme-là de pouvoir arrêter le détournement et que ce soit le président de la République ou la première ministre, Madame Judith Suminwa, de pouvoir sanctionner les personnes qui sont sans conscience et qui continuent qui continuent à détourner les fonds de la population, parce que tout ça, ce sont des taxes et des redevances de la population, que la population met dans la caisse pour l'avancement du pays et que ces personnes, en âme et conscience, détournent. Il faudrait éviter la corruption, que tout le monde se mette dans cette peau-là de patriotisme pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces rebelles qui nous assaillent à l'est du pays. Merci beaucoup. Le soleil n'a pas cessé de briller sur la patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. C'est ce qu'a souligné le chef de l'État dans sa dernière adresse à la nation. Donc beaucoup d'espoir malgré la situation, beaucoup d'espoir. Et c'est la seule manière que nous pouvons parvenir à sortir de l'impasse. Il y a eu un nouveau gouverneur militaire nommé Somo Kakule, qui devra se rendre dans le prochain jour dans la province du Nord Kivu. Comment vous trouvez cette nomination? Est-ce qu'elle a lieu d'être ou on devrait passer plutôt à autre chose? Bon, passer à autre chose, je ne pourrais pas dire ça. Il y a une nomination du gouverneur et après nous attendons de voir ce qu'il va faire. Et il ne suffit pas juste de nommer, mais il suffit ici de pouvoir donner des moyens nécessaires à ce gouverneur. Mais il va diriger les opérations où? Mais c'est ça justement le problème. Il est à Butembo, il a été nommé. C'est ce que je dis, qu'il faudrait maintenant qu'on voit. Nous avions entendu qu'il serait à Butembo ou à Beni. D'après nos dernières informations, il serait arrivé à Bukavu. Tant mieux. Le jeudi dernier. Tant mieux. Mais même s'il arrive à Bukavu, s'il n'a pas des moyens nécessaires pour pouvoir se battre, il ne le fera pas. Tout ce que nous nous demandons et que nous martelons, c'est que M. Félix Tshisekedi et son gouvernement, bon, on le dit comme ça par fait, mais le gouvernement de Mme Judith Suminwa puisse prendre leurs responsabilités en main. Parce que là, il ne suffit pas de nommer un gouverneur, mais il suffit de donner des moyens
à ce gouverneur, parce que s'il a des moyens nécessaires pour lui et les troupes armées de pouvoir se battre, je pense qu'il n'est pas impossible aujourd'hui que même à partir de Bukavu, qu'ils puissent récupérer toutes les provinces. Mis à part, donc c'est un problème mis de à part moyens, le de moyen volonté politique. à y mettre, il faudra peut-être redéfinir aussi la politique. Bien Et évidemment. en ce qui concerne la question La sécuritaire. politique de la guerre. Justement. Les stratégies de la guerre, et il y a tout ça, l'administration, les frontières qui Éviter restent ce que ouvertes. l'ancien gouverneur militaire a connu. Donc voilà, On va pas donc rester. il y a tout ça, il y a cette volonté politique et avoir tout ce qui régorge tout cela. Il y a, comme je l'ai dit tantôt, la réforme de l'armée, il y a les logistiques nécessaires qui doivent être faites, il y a la réadministration de nos frontières, mettre en place l'administration de l'État, reformer notre sécurité nationale. Et ce n'est que comme ça, lorsqu'ils vont atteindre ou ils pourront mettre à l'État toutes ces structures, moi je pense que nous pourrons, et ce n'est pas impossible de pouvoir reconquérir nos territoires. Ce n'est pas possible. Le rêve est permis. Ce n'est pas Et impossible, excusez-moi. L'heure revient où elle est déjà venue, où Kagame va courber les chines devant le grand Congo, les léopards. Et bien sûr, lorsque le léopard rugit, tout appartiendra désormais au passé. Nous avons bon espoir que nous allons nous relever de cette épreuve. La patrie ou la mort, nous sommes dans notre mission de défendre la patrie à corps et à cri. Madame Delalo Coucou, porte-parole d'Envol, c'était un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup. À toutes et à tous, nous vous retrouvons dans un plus bref délai avec la même dose de plaisir. Prenez soin de vous.